Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce matin, député RN de la Somme. Ce que l'on disait avec Fanny, notre auditrice, c'est cette information du jour. La CGT qui appelle à manifester devant l'Assemblée le 18 juillet, la CGT qui exige que Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche. Vous avez le sentiment que cela peut porter ses fruits, qu'Emmanuel Macron peut se retrouver sous pression de la rue dans les prochains jours ? Mais j'ose espérer que ça ne portera pas ses fruits. Enfin, écoutez, en République, un groupe d'intérêts, en particulier un syndicat qui aurait dû rester à sa place, que la CGT a abandonné depuis longtemps, à savoir la défense des travailleurs et des travailleuses françaises, n'a pas à venir devant l'Assemblée pour revendiquer qu'un autre parti politique, même si Mme Binet était adhérente du Parti Socialiste, exerce un mandat que les Français ne lui ont pas donné. Enfin, donc voilà, après M. Quatennens, qui dans la grande tradition de la gauche autoritaire, pour pas dire fasciste, veut marcher sur le Matignon, on a, et ça, Mme Binet qui perd la raison et qui veut faire pression sur le président de la République, qui par ailleurs se file totalement de la vie de la CGT, on l'a vu avec la réforme des retraites. Donc on a le pire de la politique, c'est-à-dire une manipulation, il faut bien le dire, des résultats électoraux par la gauche, et de l'autre, une volonté de la CGT de faire absolument n'importe quoi, et en fait, au final, de sauver l'image de M. Macron, parce que pour pas cher, M. Macron va pouvoir se donner l'image d'un président responsable au-dessus de la mêlée, parce que la CGT et les forces gauchistes les plus violentes se comporteront comme des pignoufs. Voilà. Je vous propose d'écouter à ce sujet Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui était invitée chez nos confrères d'LCI. La CGT des cheminots a décidé d'appeler à des rassemblements le 18 juillet devant toutes les préfectures et devant l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut toutes et tous rejoindre ces rassemblements pour mettre l'Assemblée nationale sous surveillance et appeler au respect du vote. Excusez-moi, je voudrais m'arrêter sur la formule parce qu'elle m'interpelle là. Mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Eh bien, en fait, ce qu'il faut continuer à faire, c'est qu'il y ait une pression populaire, une pression citoyenne pour que le résultat des élections soit respecté et qu'on ne reprenne pas les mêmes pour recommencer. Alors justement, Paul Sugy, journaliste au Figaro. On vient d'entendre Sophie Binet, la patronne de la CGT. Il faut mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Les mots sont forts. Chaque fois qu'il y a un vote supplémentaire, on crée un pouvoir de surveillance supplémentaire. C'est-à-dire que déjà, on avait une Assemblée qui était particulièrement virulente et qui estimait que son rôle, et c'est le cas dans les institutions de la Ve République, était de surveiller l'exécutif. Et là, maintenant, il faut que les représentations syndicales surveillent l'Assemblée, qui elle-même surveille un éventuel futur gouvernement de coalition. On s'en sort plus. Sophie Binet, elle a particulièrement acté la politisation de la CGT au-delà des limites auxquelles on était habitué. Elle l'a fait en appelant à voter au nom de toute la CGT pour le nouveau Front Populaire, ce qui reste relativement inédit dans l'histoire de la CGT, de s'engager aussi fortement dans une campagne politique. Et évidemment, elle le fait cette fois-ci en exigeant donc, alors même que le nouveau Front Populaire, qui ne l'a pas emporté suffisamment dans les urnes pour être en situation de dicter ses conditions au chef de l'État, entre gouvernements. Donc effectivement, il y a une politisation massive de la CGT qui est en même temps aussi, si vous voulez, accompagne une baisse de la représentation syndicale et en particulier une perte de légitimité de la CGT au sein d'un certain nombre d'entreprises françaises parce que l'idée que la CGT représente les intérêts de tous les salariés s'est érodée aussi chez beaucoup de travailleurs. Donc c'est une stratégie finalement de course aux extrêmes qui est celle d'une CGT aussi en perte de vitesse, il faut bien le dire. Et donc cette façon de bordéliser le pays, comme déjà les députés insoumis l'ont fait pendant 2 ans lors de la précédente législature, est en même temps un aveu de faiblesse. Jean-Philippe Tanguy, on est à 2 semaines, jour pour jour, du début des Jeux Olympiques en France. On a là l'une des principales responsables syndicales du pays qui appelle à des mouvements. Ça peut laisser songeur, ça peut même inquiéter. Oui, c'est très inquiétant. Enfin, c'était déjà inquiétant avant, puisque de toute façon, avant les élections et avant la dissolution, la CGT avait déjà prévu de prendre les Jeux Olympiques en otage pour obtenir un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas obtenues dans des conditions normales ou dans des rapports sociaux normaux et un dialogue social que je soutiens évidemment de tout mon cœur. Donc, de toute façon, la CGT a un comportement irrationnel avec le paysage politique français. Bon, le Rassemblement national, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont très majoritaires chez les ouvriers, très majoritaires chez les employés, les salariés
en général, et les entrepreneurs. Voilà, donc c'est vrai que ça dérange Madame Binet qu'en fait, Jordan Bardella et Marine Le Pen réalisent le vieux rêve gaullien d'unir toutes les forces du travail, à savoir les salariés et les entrepreneurs, voilà, sur un projet de rassemblement, alors que la CGT n'est que sur la division et la bordélisation, comme ça a été dit, du pays. Donc c'est triste pour les travailleurs et les travailleuses françaises qui, eux, ont besoin d'être défendus, et heureusement qu'il y a les députés du Rassemblement national pour défendre les vrais droits des travailleurs et les relations apaisées entre ceux qui créent de la richesse et ceux qui l'organisent, à savoir les entrepreneurs. Et Paul Sugy, journaliste au Figaro, il faut aussi rappeler le point de vue de la CGT, des élus de gauche du Nouveau Front Populaire qui ont le sentiment, et de leurs électeurs qui ont le sentiment d'avoir gagné, d'être arrivés en tête. Alors, ils sont arrivés en tête, ils n'ont pas gagné au lendemain de l'élection. Je pense qu'on pouvait se mettre d'accord déjà sur ce constat. C'est-à-dire que personne n'a gagné. Et s'il y a un perdant, c'est Emmanuel Macron qui, lui, a perdu la majorité relative dont il disposait, puisque le camp présidentiel n'a même plus la majorité, même relative, à l'Assemblée nationale. Il y a 3 blocs dont on comprend bien qu'ils sont trop antagonistes les uns par rapport aux autres pour pouvoir gouverner en étant tous satisfaits ensemble. La France ne verra pas, c'est au moins la seule certitude qu'on peut avoir, naître demain un grand gouvernement de coalition qui ira de Jean-Philippe Tanguy à Sophie Binet. Bon. Mais vous avez donc maintenant un bloc central qui est tellement recroquevillé sur lui-même, avec à droite le camp nationaliste et à gauche le camp du Nouveau Front Populaire, qui le prennent en étau, que d'une façon ou d'une autre, le bloc présidentiel va devoir donner des gages à l'un ou à l'autre de ces deux blocs qui le prennent en tenaille pour proposer un gouvernement qui ne tombe pas sous le coup de la première motion de censure qui sera votée. On comprend bien que mécaniquement, si le Rassemblement national ajoute ses voix demain à celle du Nouveau Front Populaire pour censurer un gouvernement qui mécontenterait les deux en même temps, ce gouvernement n'aura pas une seule seconde à pouvoir tenir face donc à cette coalition des mécontentements. Donc Emmanuel Macron doit contenter l'un de ces deux blocs et nécessairement mécontenter l'autre, c'est-à-dire donner des gages soit à sa droite, soit à sa gauche. Donc, vous aurez forcément, au lendemain de la formation de ce possible gouvernement de coalition que Emmanuel Macron entend composer, soit un bon tiers des électeurs, ceux du Rassemblement national, qui diront « nous avons été floués, cette élection nous a été volée », soit un petit tiers, mais un tiers quand même des électeurs, ceux du Nouveau Front Populaire, qui diront exactement la même chose. Il y aura forcément des déçus et qui pourront estimer que, vu le score qu'ils ont fait lors de ces élections législatives, on leur a véritablement volé l'élection. On marque une courte pause, messieurs. Dans un instant, on va écouter un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui appelle Emmanuel Macron à respecter, entre guillemets, les urnes et qui souhaite, aussi étonnant que cela puisse paraître, la nomination d'un Premier ministre de gauche. Vos réactions au 01 80 20 39 21. Et craignez-vous la pression de la rue sur Emmanuel Macron, la CGT, qui appelle à des manifestations, des mobilisations pour pousser le président à nommer un Premier ministre de gauche? Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. Et nous sommes en ligne avec Sylvaine. Bonjour Sylvaine. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir sélectionné. Je vous en prie. Bonjour à tous et à vos invités. Quel est votre sentiment ce matin? Vous craignez la nomination d'un Premier ministre de gauche, voire d'extrême gauche? Bien sûr. Enfin bon, j'ai pas honte de dire que j'ai voté RN. Ouais. Voilà, parce qu'ils ont des valeurs qui correspondent à ce que je pense. Comme je l'ai dit, j'ai un fils qui est policier, qui a passé le concours de la police après le Bataclan, après Charlie Hebdo, qui était plein de valeurs, plein d'optimistes et qui voulait défendre les valeurs de la République et qui se retrouve maintenant en position de ne pas pouvoir faire son métier. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que je suis très étonnée d'entendre des membres du gouvernement qui ne veulent pas de Premier ministre, de ministre, et tout ça. Et quand on fait une alliance avec le diable vient demander son dû, normalement. Voilà. Donc, je ne comprends pas l'inquiétude de toutes ces personnes qui ont diabolisé un parti qui avait les suffrages quand même des électeurs, des électeurs qui avaient fait passer un message, qui n'ont pas voulu comprendre et qui ont accepté de faire alliance avec des gens qui sont racistes,
Merci Sylvaine. On va vous retrouver dans un instant. La ligne n'est pas très bonne. On va vous rappeler, essayer de stabiliser la ligne. Jean-Philippe Tanguy, vous entendez un peu le désarroi de l'une de vos électrices qui a voté donc pour le Rassemblement national et qui craint aujourd'hui que son vote finalement ne soit pas suivi des faits. Mais vous, aujourd'hui, au Rassemblement national, vous ne souhaitez absolument pas participer à une quelconque coalition gouvernementale. Ah mais c'est impossible. Nous, on s'est présenté aux électeurs avec un projet, un programme qui est cohérent, qui est solide, et on ne va pas commencer à faire des magouilles pour des postes. Ça n'a jamais été la philosophie du Rassemblement national. Et je ne pense pas que Sylvaine ait voté pour nous pour qu'on se compromette avec des gens qui ont ruiné la France. Donc nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition. Nous sommes, avec nos alliés d'Éric Ciotti, 143. Nous sommes un bloc de granit dans ces sables mouvants. Nous sommes les seuls cohérents. Les gens savent ce que nous voterons et ce que nous défendrons. Et ce sera important, face, il faut bien le dire, à cette bordélisation systématique de l'Assemblée nationale. Mais là où l'auditrice Sylvaine a raison, c'est que les macronistes, et les républicains d'ailleurs, il ne faut pas les oublier, ont fait un pacte avec le diable. Les insoumis ont accepté leur voix, ont préféré laisser un certain nombre de personnes comme M. Boyard, un véritable voyou, ancien dealer, ou M. Arnaud, fasciste de gauche, qui explique qu'il faut mettre des balles dans la tête, je cite, dans les féministes qui ne sont pas de gauche. Voilà, ils les ont laissés se faire élire. Moi, j'ai pas entendu les Républicains faire barrage à Monsieur Arnaud, qui est un fasciste. Voilà. J'ai pas entendu les Républicains faire barrage à Monsieur Boyard sur un territoire où les Républicains ont une certaine influence, le Val-de-Marne, et de laisser lire encore un ancien dealer. Je les ai pas entendus. Je les ai pas entendus faire barrage à d'autres insoumis ou d'autres des Verts d'ailleurs, qui sont que des insoumis repeints en vert, comme Madame Rousseau par exemple. Voilà. Donc moi, si vous voulez, c'est aussi cette duplicité des Républicains, il faut bien le dire, qui font des conférences de presse parce que M. Ciotti a fait alliance avec Jordan Bardella et qui montent sur leurs grands chevaux, mais qui sont incapables d'avoir une parole courageuse, y compris ceux qui prétendent défendre des vraies valeurs de droite contre les insoumis, mais aussi en fait contre tout le Front populaire, parce que même les socialistes sont d'accord en fait avec tout ce délire des insoumis et de Madame Rousseau. Donc je suis consterné. Moi, j'en viens de l'UMP. Moi, j'étais un militant de l'UMP avec d'autres comme Sébastien Chenu, Franck Alizio et bien d'autres. Nous avons rejoint Marine Le Pen parce qu'elle était la seule à défendre une vision gaullienne de la France. Moi, je suis consterné par la lâcheté de ce parti, voilà, qui est prêt à tout pour sauver ses sièges, faire alliance avec M. Macron au deuxième tour, accepter les voix des pires gauchistes au deuxième, et qui après prétend jouer l'arbitre des élégances à l'Assemblée. Voyez, il faut dire les choses aussi, parce que oui, les insoumis sont scandaleux, mais enfin, eux au moins, ils affichent la couleur. Vous pouvez continuer de nous appeler au 01 80 20 39 21. Nous avons retrouvé Sylvaine. Sylvaine, votre fils est policier, et c'est ça finalement qui vous inquiète le plus, si je comprends bien. Disons que tout m'inquiète, mais en particulier puisque je suis maman, donc je pense que toutes les mamans me comprendront. Oui, je suis très très inquiète. Mais que changerait un gouvernement de gauche, d'extrême gauche, d'une alliance insoumise, socialiste, écologiste avec la Macronie selon vous? Disons que j'ai entendu dire qu'il fallait désarmer la police. Donc ça m'inquiète un petit peu, parce qu'ils font quand même des interventions très musclées. Les délinquants, quels qu'ils soient, je ne veux pas donner quelle que soit leur extraction, se sentent totalement en impunité. De toute façon, même s'ils sont arrêtés dans des conditions qu'on respecte, derrière, le système judiciaire ne suivra pas. Vous prenez par exemple les mineurs isolés, ils ont tous les droits. Ils sortent des commissariats en riant, en faisant des doigts d'honneur. Vous prenez les OQTF, je ne vais pas en rappeler les drames qu'il y a eu avec les OQTF. Merci Sylvaine de votre appel. Si je comprends bien, voilà, c'est vous dénoncez un certain laxisme de votre point de vue au sein des partis de gauche. Paul Sugy, je vous propose qu'on écoute une parole qui compte, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, et qui s'est exprimé hier soir sur le plateau de LCI, et aussi étonnant que cela puisse paraître, puisque Dominique de Villepin est un ancien Premier ministre de Jacques Chirac, lui appelle Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre de gauche. Le nouveau Front populaire, il a été élu par des électeurs. Il a été choisi. Et on ne trahit pas l'électeur comme ça, avec un esprit de combinaison. Donc, respectons.
On verra ce qui se passe. Mais ce que je dis, c'est que si vous procédez étape par étape, vous avez de plus en plus d'opportunités. Vous avez une créativité politique qui s'accroît. Si vous procédez dans le désordre, vous inhibez tout le monde, vous écartez tout le monde. J'entends un certain nombre de responsables politiques qui lancent des oukases, des anathèmes. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut ouvrir le jeu. Il faut apaiser, cicatriser les plaies. Paul Sugy, on vient d'entendre Dominique de Villepin. Ça vous a surpris cette expression du Premier ministre ou pas du tout? C'est surprenant de sa part, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a une sympathie avérée pour toutes les personnes qui sont plutôt pro-palestiniennes depuis le 7 octobre et que c'est ce qui dirige un certain nombre de ses prises de parole. Dominique de Villepin, c'est quelqu'un qui a eu un moment un discours courageux à la tribune de l'ONU et qui pour ça, 20 ans plus tard, continue d'être invité partout pour donner son avis sur beaucoup de choses sans que pour autant on sache exactement en quel nom et surtout ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu Dominique de Villepin prononcer la moindre parole, le moindre discours qui puisse encore nous rappeler qu'il a un jour été de droite. En tous les cas, ce qu'il dit est pour le coup rigoureusement faux, c'est-à-dire que les électeurs n'ont pas placé le Nouveau Front Populaire en situation de pouvoir obtenir de droit un gouvernement qui leur soit favorable ou qui inclut leurs élus dans des ministères clés. Ils ne sont même pas en mesure de pouvoir l'imposer par le coup de force, faute de quoi ils ne seraient pas réduits à devoir proposer de marcher sur Matignon ou sur l'Assemblée, comme jadis on marchait sur la Bastille, ou comme les fascistes en Italie marchaient sur Rome. Donc si vous voulez, la situation électorale, quelle que soit par ailleurs l'analyse que vont en faire les uns ou les autres en fonction de leurs sympathies respectives, ne va pas changer par miracle ou par un coup de baguette magique. Aujourd'hui, personne ne peut gouverner seul, personne ne peut prétendre gouverner seul, ceux qui disent le contraire sont des menteurs, et il y aura de toute façon, à un moment ou à un autre, un choix à faire, c'est-à-dire un choix d'un gouvernement de coalition qui inclut un débordement sur la droite ou sur la gauche du bloc présidentiel, et ce choix n'appartient qu'à Emmanuel Macron, qui essaye de faire croire l'inverse dans sa lettre aux Français, en laissant entendre que c'est aux partis politiques de trouver l'élan suffisant pour dépasser leurs querelles et s'entendre. Mais le président de la République est le seul, au fond, à pouvoir dire si le futur gouvernement demain penchera du côté de la gauche ou penchera du côté de la droite. Et ce choix, il ne peut pas le fuir. Il l'a fui depuis qu'il a été réélu avec une majorité seulement relative à l'Assemblée nationale. Il a refusé de choisir. Bon, à force de reculer pour mieux sauter, il finit par se précipiter vers sa propre perte. Il va devoir à un moment ou à un autre donner des gages, encore une fois, à l'un ou à l'autre des deux camps qui le prennent aujourd'hui en tenaille. À qui Emmanuel Macron doit-il donner des gages? Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1. Et Jean-Philippe Tanguy, nous sommes avec un auditeur, Julien, qui nous appelle d'Occitanie. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a la semaine dernière, la principale question c'était est-ce que le RN va obtenir la majorité absolue ou bien une simple majorité relative? Une semaine plus tard, on en est loin. Et vous, si je comprends bien, vous avez quelques regrets, notamment sur la manière, les sujets abordés durant la campagne par le Rassemblement national. Exactement. C'est-à-dire c'est tout à fait ça. Alors en fait, j'avais 4 thématiques, parce que j'ai vu que vous aviez M. Tanguy aujourd'hui sur votre plateau. Donc j'avais 4 thématiques. Bon, apparemment, j'ai peut-être pas trop le temps de toutes les aborder. Mais moi, je pense que il y a plusieurs choses qui ont été délétères au niveau des votes RN. Donc j'aborde les thématiques. Après, bon, si vous voulez en aborder qu'une et qu'on a le temps d'en aborder qu'une, on le fera. C'était au sujet de la double nationalité, c'est ça que vous aviez des regrets. Entre autres, il n'y a pas que ça. En fait, il y a la double nationalité, les députés non légitimes RN par rapport à leurs propos, certains qui ont été mal sélectionnés. J'aurais aimé que dans leur programme, enfin dans leur discours, entre autres, Jordan Bardella aborde, entre autres, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus clair pour beaucoup de Français et ça aurait pu faire voir aux yeux des Français que nous sommes pas les seuls à avoir et à vouloir des politiques migratoires, c'est-à-dire citer les lois migratoires d'autres pays. Par exemple, je pense que ça aurait été un bon sujet à aborder. Et ensuite, pour faire voir qu'il n'y a pas que nous qui voulons contrôler nos frontières, contrôler notre immigration. Et ensuite, le positionnement sur l'avortement et LGBT, qui, à mon avis, n'est pas clair pour bon nombre de Français qui sont concernés par ça. Et où moi, mon positionnement, entre autres, est pour les LGBT et pour l'avortement. Alors, si je comprends bien, Julien, pour résumer, vous êtes un électeur du RN, mais vous en voulez un peu au parti, finalement, de ne pas avoir fait une bonne campagne, c'est ça?
et d'avoir des regrets aujourd'hui. C'est un grand mot. Mais je pense que s'ils avaient abordé certaines choses beaucoup plus simplement, entre autres pour la première thématique, c'est-à-dire la double nationalité. La double nationalité, enfin pour ceux qui ont compris, je pense que j'en fais partie, ça concernait qu'une trentaine de postes de hauts fonctionnaires, dont les renseignements, les renseignements intérieurs, certains postes vraiment privilégiés. Et je pense que ça a fait scandale. Pour pas grand-chose, parce qu'en définitive, d'après ce que j'ai compris encore une fois, ça se fait à l'heure actuelle déjà, c'est-à-dire qu'on ne met pas en place des gens qui ont la double nationalité sur ces postes-là. Et je pense que ça a fait un débordement médiatique et un débordement de la gauche qui s'en est servi contre leur vote RN, et où du coup ça a fait bien peur à beaucoup de Français sur l'histoire de revenir sur la double nationalité, même s'il a été dit plusieurs fois qu'on n'y reviendrait pas dessus, que ça concernait qu'une trentaine de postes au total français et bien précis. Voilà, je pense que franchement, c'est une chose qui aurait pu être abordée à la suite éventuellement de leur prise de position au gouvernement et non pas sur la campagne. Je pense que c'était pas un sujet essentiel, même si ça a été ressorti des cartons. Je pense que ça n'a pas été, ça aurait pas dû être un sujet essentiel qu'on aurait dû traiter lors de la campagne et que ça aurait pas dû faire partie de leur programme. Après qu'ils veuillent le légitimer, parce que c'était ça la question. Ils voulaient le légitimer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était non tacite et ils voulaient le mettre de façon tacite. Et je pense que ça n'a pas été une bonne chose de l'avancer sur leur programme momentanément. Ils auraient très bien pu le faire après. Mais écoutez, merci beaucoup Julien d'avoir livré votre sentiment, et je me tourne vers Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Vous entendez l'un de vos électeurs qui aujourd'hui vous dit au niveau de la campagne, il y a quand même quelques regrets aujourd'hui. C'est vrai que la semaine dernière, tout le monde se posait la question si le RN allait obtenir la majorité absolue, et aujourd'hui vous arrivez entre guillemets en termes de nombre de sièges en 3e position. En quelques jours, après ce deuxième tour, est-ce que vous avez fait un peu l'état des lieux finalement? Bien sûr, mais de toute façon, Jordan Bardella l'a reconnu immédiatement, comme d'autres, Louis Alliot, et il faut toujours s'améliorer. Et si nous n'avons pas pu remporter un nombre de sièges représentant notre nombre de voix, 11 millions de voix, c'est que nous avons sans doute fait des erreurs, et il faut se corriger. On n'est pas là pour se regarder dans un miroir. Sur ce point précis soulevé par cet électeur, nous n'avons pas réussi à expliquer cette mesure sur la binationalité. Nous avons laissé nos adversaires la déformer, la caricaturer et faire peur à 3 millions de binationaux français qui ont cru que ça les concernait. Donc oui, il faut faire un retour d'expérience sur cela, et il faut s'améliorer. Mais moi-même, j'ai pris la parole dans les médias à de nombreuses reprises pendant cette campagne et je n'ai pas été en mesure de l'expliquer. Donc il faut qu'on s'interroge collectivement sur notre façon de procéder. Et c'est d'ailleurs le même problème pour la question, on parlait de l'auditeur, sur le statut de l'IVG et la défense des droits des personnes homosexuelles ou des minorités sexuelles, où là aussi nous sommes caricaturés par nos adversaires, et il faut s'interroger sur le fait que cette caricature soit possible alors qu'on a des positions totalement contraires à celles qui nous sont reprochées, puisque par exemple nous avons voté très majoritairement la constitutionnalisation de l'IVG, nous défendons, moi je l'ai fait à de nombreuses reprises, la présence notamment sur le territoire d'un accès à l'IVG réel, parce que c'est une belle chose que la gauche parle matin, midi et soir du droit à l'IVG, mais enfin la gauche a supprimé des postes et des centres de santé qui permettaient aux femmes d'être accompagnées, avant et après d'ailleurs, et sur la question des minorités sexuelles, c'est complètement surréaliste, puisque nous sommes très clairement engagés pour les droits des personnes évidemment, et puis surtout sur leur sécurité. Et aujourd'hui, quand je vois la flambée des violences homophobes, d'une haine ignoble, qui non seulement passe par des insultes, mais qui passe par des coups et qui passe par la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de personnes homosexuelles ou bisexuelles qui sont attendues dans des véritables guet-apens, où ils sont tapés, violentés, voire assassinés. Et sur ce sujet comme tant d'autres, le gouvernement met un voile pas pudique et fait du pas de vague. Et moi, j'ai malheureusement dans mes proches des gens qui ont voulu porter plainte pour agression homophobe, même qui sont passés en procès pour violence homophobe, et la justice a refusé de reconnaître le caractère homophobe de cette agression, parce qu'évidemment, c'était soi-disant des agresseurs qui avaient une culture ou je ne sais quoi différent, et donc un relativisme épouvantable qui cautionne le pire des comportements. Il n'y a que le Rassemblement national qui dénonce cela, mais effectivement,
effectivement, nous sommes caricaturés, nous ne sommes pas compris, et il faut sans doute s'améliorer sur ce sujet-là, comme tant d'autres. Mais caricaturé, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas donné un peu le bâton pour vous faire battre quand on a pu constater le profil de certains candidats soulevés par d'autres médias, également sur Europe 1, et c'est vrai que ça a pu interroger également, mettre du doute chez une partie des électeurs. Oui, nous n'avons pas travaillé. Nous n'avons pas assez travaillé sur les profils des circonscriptions non éligibles. Alors, pour que les auditeurs comprennent, c'est-à-dire qu'il y a 600 circonscriptions. Nous avons eu une attention particulière pour les circonscriptions qui étaient gagnables ou celles qui étaient de conquête, et nous avons sans doute pas assez travaillé les circonscriptions. La preuve est qu'il y a des profils qui n'auraient pas dû passer. Les circonscriptions qui étaient, par exemple, celle de Caen où il y a eu cette fameuse femme qui a un comportement scandaleux avec une casquette nazie. C'est sur une circonscription ingagnable. C'est pas une excuse. C'est une explication sur le fait qu'on n'ait pas été assez attentif, mais ce n'est pas une excuse. Et donc il faut que nous soyons parfaits sur l'ensemble des circonscriptions. Ceci dit, la différence avec l'extrême gauche, mais même d'autres partis politiques pseudo-centraux, c'est que nous, quand on a un comportement scandaleux, il est immédiatement sanctionné. Ce qui n'est pas le cas de l'extrême gauche, évidemment, qui encourage, par exemple, les candidats antisémites. Et même dans les blocs centraux, quand il y a des gens condamnés, corrompus, avec des comportements lamentables, violences faites aux femmes, par exemple, ils sont réinvestis et défendus jusqu'à ce que les électeurs s'en débarrassent, ou pas, d'ailleurs, malheureusement. Donc, nous devons être parfaits, nous, mais permettez-moi quand même de dire que nos adversaires nous font beaucoup de leçons et sont très, très loin de la perfection. Mais concrètement, cette semaine, est-ce qu'il y a eu des exclusions est-ce que certains candidats, même ceux qui n'ont pas été élus, ont été sortis du parti Rassemblement National ces derniers jours? Nous sommes un état de droit, donc il y a une procédure. Même, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Marie Le Pen, l'exclusion était très longue parce qu'il y avait des recours. Mais oui, toutes les exclusions, enfin, ce qu'on appelle la commission des conflits, toutes les procédures sont entamées, évidemment. Et il y a un député qui a été élu, Daniel Grenon, qui était député sortant de Lyon, qui a tenu une conférence de presse, des propos, je le déplore, parce que je connais la personne et je ne comprends pas comment il a pu commettre ça, des propos racistes. Et donc, il ne siège pas dans le groupe du Rassemblement National. Donc la mesure est immédiate et immédiatement appliquée, contrairement aux autres groupes qui, n'ont pas du tout des pratiques qui correspondent à leur leçon de morale. Paul Sugy, vous observez la vie politique pour le Figaro. Est-ce qu'il y a eu un manque d'expérience du Rassemblement National, notamment dans cette entre-deux tours à l'heure de tirer le bilan aujourd'hui? Tout le monde s'accorde à dire, et manifestement le RN lui-même, qu'il y a eu un manque de préparation, ce qui est d'autant plus surprenant de la part d'un parti qui pourtant se targuait d'avoir préparé au contraire cette dissolution, qui était envisagée comme une éventualité depuis de nombreux mois. Une impréparation qui a probablement joué en défaveur du score du RN dimanche, seulement à la marge sans doute. La principale raison aujourd'hui qui fait que Jordan Bardella, contrairement à ce qu'il ambitionnait, n'est pas à Matignon à l'heure où on se parle, c'est d'abord le succès du Front républicain. Et ce Front républicain, et notamment les mécanismes de désistement des différents partis qui étaient confrontés au RN dans une triangulaire, avaient commencé bien avant que l'on commence à éplucher à la loupe toutes les déclarations que d'obscurs candidats RN avaient pu tenir ici ou là sur France 3 Régions ou je ne sais où. Donc, si vous voulez, la première raison pour laquelle aujourd'hui le RN ne gouverne pas, c'est d'abord que le mécanisme du Front républicain imaginé par les appareils des partis a été entériné par les électeurs dans les urnes. Et ensuite, effectivement, il y a cette impréparation qui se retrouve dans les profils de certains des candidats et qui se retrouve surtout et d'abord dans le flou qui règne sur les intentions programmatiques d'un parti qui a fait, alors par exemple sur la binationalité ou même sur les questions économiques, en particulier la question par exemple de l'abrogation de la réforme des retraites, priorité ou pas priorité, etc. Un peu la même chose qu'il avait fait aussi sur son discours sur l'Union européenne et notamment la monnaie unique, etc. C'est-à-dire que des mesures identifiées comme étant celles qui étaient le plus susceptibles de crisper notamment l'électorat de la bourgeoisie qui jusqu'ici se refusait en grande partie à voter RN, eh bien pouvaient être abandonnées, atténuées, parfois de manière pas toujours extrêmement précise, au moment du dernier kilomètre dans la course qui devait les mener à des succès électoraux. C'est l'effet notamment du scrutin majoritaire que de vouloir ça, et le RN n'est d'ailleurs pas le seul à avoir tenté de lisser son image au moment de devoir réunir les suffrages d'une majorité des électeurs sur des seconds tours où on le sait bien, la prime ne va pas au parti qui a le plus de sympathisants, mais à celui qui a le moins d'opposants qui auraient des crises d'eczéma à l'idée de voter pour eux. C'est le scrutin majoritaire
parlementaire qui veut ça. Et quelque part, alors même qu'on entend beaucoup de gens dire que les élections de dimanche, au fond, provoquent une grande crise dans la façon dont le scrutin législatif est organisé, que ça serait le moment de mettre de la proportionnelle ou je ne sais quoi. Mais finalement, on a montré à nouveau que les électeurs se satisfont plutôt pas trop mal de ce mode de scrutin très particulier, relativement d'ailleurs unique. Dans d'autres pays où on gouverne avec des grandes coalitions parlementaires, ça ne se passe autrement. Tous les demi-habiles qui aujourd'hui tendent à devoir nous dire la France devrait faire comme les autres pays, à mon avis, passent à côté de ce fait majeur. Aujourd'hui, les électeurs se satisfont pas mal de ce mode de scrutin particulier qui, encore une fois, a pour objectif aussi d'éviter au second tour les partis qui mécontentent le plus grand nombre de personnes parmi le corps électoral. Paul Sugy du Figaro, continuez de nous appeler au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Que doit faire Emmanuel Macron? On apprend que le chef de l'État va réunir les cadres du camp présidentiel dans un point de 2 heures à l'Élysée, une fois qu'il sera rentré des États-Unis. On marque une courte pause et dans un instant, on poursuit le débat. Oui, et nous sommes ensemble donc jusqu'à 11h et on apprend ce matin qu'Emmanuel Macron a réuni les cadres du camp présidentiel ce matin à l'Élysée. Ce sera vers 11h45 au Palais, le président qui rentre des États-Unis où il participait au sommet de l'OTAN. Et sur la stratégie du camp présidentiel, c'est vrai qu'il y a certains points communs, Jean-Philippe Tanguy, avec vous au Rassemblement National. Écoutez, je vous propose d'écouter Sylvain Maillard, l'ex-président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Et pour lui, aucune alliance avec les Insoumis. C'était ce matin sur France 2. On peut vivre dans un monde parallèle, mais en fait, les mathématiques vous rappellent à la réalité. Ils ont moins de 200 députés. Le moment où ils arrivent au pouvoir, avec des députés LFI devenus ministres, nous voterons une motion de censure, immédiatement. Nous l'avons toujours dit. Ils n'ont même pas 200 députés. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut être réaliste. Il faut trouver une coalition avec beaucoup plus élargie. Ça va prendre du temps. Ça vous surprend ces propos de Sylvain Maillard qui dit ce matin, à partir du moment où il y a un insoumis, motion de censure. Vous êtes sur la même ligne. Mais heureusement que le ridicule ne tue pas. Il y aurait une hécatombe à l'Assemblée et elle serait autodissoute. Enfin, je veux dire, ces gens se sont fait élire avec les voix des Insoumis à la présidentielle, aux législatives de 2022 et encore il y a une semaine. Et maintenant, ils nous expliquent qu'ils sont infréquentables. Ils ont fait élire des Insoumis. Ils se sont fait élire par les Insoumis. Ils ont élu les Verts de Madame Rousseau. Ils se sont fait élire avec leur voix. Et maintenant, ils veulent les censurer. Alors tant mieux pour l'intérêt général, parce qu'il ne faut pas que ces gens arrivent au pouvoir, évidemment. Mais quelle hypocrisie. Mais franchement, c'est pathétique. Pour rester sur ce point des motions de censure, je voudrais qu'on éclaircisse un point. C'est vrai qu'hier soir, il y a eu quelques heures de flou, puisqu'on pouvait lire que le RN ne censurerait pas un potentiel gouvernement de gauche si, je cite, celui-ci proposait des mesures consensuelles. Finalement, 2 heures plus tard, Marine Le Pen a expliqué que le Rassemblement National censurera tout gouvernement comprenant des ministres issus de la France Insoumise ou des écologistes. C'est quoi la ligne, clairement, du Rassemblement National dans la future Assemblée ? Mais nous, il n'y a jamais de doute, la ligne est toujours celle donnée par Marine Le Pen et Jordan Bardella, point final. Donc, évidemment, on censurera... pour Renaud Labbé. Comment Paul Sugy. Pour Renaud Labbé. Mais non, mais parce que Renaud, moi je travaille avec Renaud depuis 4 ans et on se connaît par cœur. Il a juste rappelé la position générale que nous avions jusque-là et ses propos ont été, il faut quand même bien dire, très mal interprété par quelqu'un qui voulait, bref, je ne vais pas faire de commentaires, mais c'est pas de sa faute à Renaud Labaye, mais il est évident qu'on censurera un gouvernement avec les Insoumis. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans la loi, à cause de la lâcheté des macronistes, il y a toujours écrit dans la loi la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. C'est toujours dans la loi, contrairement à ce que dit Monsieur Macron. Donc si demain, même un jour, même 1 heure, il y avait par exemple Madame Voynet, qui a été réélue grâce au soutien des Républicains dans le Doubs, qui a saccagé le programme nucléaire français, était aux responsabilités ne serait-ce qu'1 heure, et pourrait faire un décret pour mettre un terme à la relance du programme nucléaire, puisque c'est écrit dans la loi. Donc la présence de ce genre d'individus, ne serait-ce qu'une journée, 1 heure, à la tête de leur ministère, c'est pas des gratte-papier, c'est des gens qui peuvent prendre des décisions très graves. On avait votre auditrice avec son fils qui était engagé dans la police, un ministre insoumis ou même de gauche de l'Intérieur peut immédiatement donner des instructions à la police pour changer de doctrine de défense et de doctrine de rétablissement de l'ordre, du maintien de l'ordre, et exposer la sécurité de nos gendarmes et de nos policiers aux voyous. Voilà, donc c'est pas du tout à prendre avec des pincettes, et c'est pas comme laisser gouverner un gouvernement technique qui malheureusement, même s'il ne correspond évidemment pas du tout à nos aspirations, pourrait au moins gérer les Jeux Olympiques et éviter que notre pays s'enfonce dans le chaos.
Mais pour bien comprendre, le RN, à partir de la semaine prochaine, va censurer n'importe quel gouvernement, ou est-ce qu'il y en a un qui potentiellement peut être acceptable de votre point de vue? On a une ligne rouge qui est la présence des insoumis et des faux écologistes de Madame Rousseau, mais nous n'avons jamais censuré jusqu'à présent, par principe, un gouvernement, parce que c'est un gouvernement. On censure des mesures, par exemple on censure un budget, on censure des impôts, on censure l'irrespect des Françaises et des Français, mais nous on n'est pas pour la stratégie du chaos. Ça, on laisse ça à nos adversaires de gauche. Il est hors de question que la France ne soit pas gouvernée, même par des gens avec qui on ne partage pas grand-chose, pendant les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, nous on est là, on est en responsabilité. On n'est pas là pour se faire plaisir. C'est-à-dire pas de motion de censure contre un gouvernement macroniste, centriste et LR. Mais c'est pas un chèque en blanc. C'est ça. C'est pas un chèque en blanc. On vous dit, s'il y a un gouvernement technique qui se contente de gérer les affaires courantes, on va pas le censurer pour faire du chaos. Mais de toute façon, on prend des positions en groupe avec Marine Le Pen et Jordan Bardella selon les situations. Nous, on n'est pas dans le sectarisme, voilà. Et surtout, on n'est pas une fois de plus, dans la stratégie du chaos. Ça, c'est Monsieur Macron qui l'a provoqué en faisant n'importe quoi parce qu'il avait son petit orgueil qui était blessé. Il a dissous au pire moment, alors que la France allait accueillir le monde entier, provoquant, il faut bien le dire aussi, une angoisse chez nos compatriotes. Jean-Philippe Tanguy et Paul Seugy, nous sommes en ligne avec Maryse qui nous appelle du Tarn. Maryse, comment vous observez la situation? Vous éprouvez un certain nombre de regrets, notamment sur la stratégie des Républicains aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai envie de pousser un petit coup de gueule par rapport à ma famille politique qui est de droite depuis très longtemps, UMP, LR, etc., RPR. Je ne comprends pas leur stratégie. Je ne comprends pas pourquoi, à gauche, on arrive à faire des accords de circonstances pour faire barrage. Pourquoi nous, on ne peut pas faire d'accords de circonstances pour aussi faire barrage et pour aussi un front républicain contre l'extrême gauche. Alors le front républicain, il marche vers l'extrême, soi-disant l'extrême droite, qui n'est plus extrême à mon avis, mais contre l'extrême gauche, il n'y a pas de front républicain. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. La droite républicaine, on partage beaucoup de valeurs avec le Front National. Alors, sauf, je suis bien consciente sur le programme économique, mais peut-être qu'on pourrait travailler ensemble sur ce programme économique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment des anciennes personnalités de droite, comme Édouard Philippe, comme Monsieur Villepin encore hier, appellent à voter pour la gauche, pour le communisme. Je ne comprends pas. Mais écoutez, merci beaucoup Maryse d'avoir appelé le Standard d'Europe 1 pour nous partager votre sentiment. Brièvement, Jean-Philippe Tanguy, juste pour terminer, là on a des auditrices qui regrettent ces non-alliances avant le second tour, mais est-ce que potentiellement à l'Assemblée, c'est vrai qu'au final la poutre peut toujours travailler, c'est-à-dire que alliance avec les Républicains, vous en venez, c'est votre ancienne famille politique, est-ce que ça peut avancer sur ce point-là ou pas, ou c'est totalement barré et le Front républicain c'est niette? Nous, on a systématiquement voté les bonnes mesures quand elles venaient de tous les groupes, et en particulier les groupes les Républicains. Je crois qu'on votait 60% de mémoire de leurs propositions. Eux, ils ne votaient presque jamais les nôtres. Voilà, ce sont des gens qui n'ont pas de courage, je suis désolé, et qui, ça fait 40, 50 ans, qui se cachent derrière leurs petits doigts. C'est lamentable. Voilà, quand je vois M. Bertrand est allé soutenir un communiste en Seine-Maritime, heureusement, on l'a battu, malgré le soutien de M. Bertrand, à un communiste. Voilà, enfin, on est dans une situation où, si vous voulez, M. Bertrand soutient l'extrême gauche. Bon, écoutez, je laisse les électeurs juges. C'est même plus un grand écart, c'est un écartèlement idéologique. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Paul Seugy, journaliste au Figaro. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1. Un rendez-vous.